Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les chapitres concernant la chimie des solutions aqueuses avec un chapitre qui va traiter de réactions de précipitation. Alors, les réactions de précipitation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des réactions qui mettent en jeu des solides. Donc, deux possibilités. Soit on forme du solide à partir d'espèces en solution, on appelle ça une précipitation d'un solide, soit on met un solide au contact d'une solution, celui-ci se dissout, on appelle ça une dissolution. Donc les deux réactions sont les réactions inverses l'une de l'autre. Donc ici, on va avoir donc dissolution, mise en solution d'une espèce chimique, précipitation, formation d'un solide à partir d'espèces chimiques en solution. Alors, au niveau de la dissolution, il faut savoir que certaines propriétés sont vérifiées. Donc les dissolutions peuvent être partielles ou totales. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que si on met du solide au contact d'une solution, soit il en reste à la fin, soit il n'en reste pas. S'il en reste à la fin, on considère que la dissolution est partielle. S'il n'en reste pas, on considère que la dissolution est totale. Et dans ce cas-là, il n'existe plus du tout de solide. Donc là, c'est très différent des cas d'équilibre avec des ions en solution. Ici, le solide existe ou n'existe pas. Donc, des propriétés importantes au niveau de la dissolution, on peut résumer ça en qui se ressemble s'assemble. Les espèces polaires sont solubles dans les solvants polaires, les espèces protiques sont solubles dans les solvants protiques, les espèces apolaires solubles dans les solvants apolaires, aprotiques dans les solvants aprotiques. Alors pour justifier ceci, on repense au chapitre sur les interactions microscopiques entre molécules. On se rappelle qu'il existe des interactions microscopiques donc de type Kizom de By-London entre molécules. On rappelle qu'il existe des interactions électrostatiques de manière plus large entre les espèces. Donc ici, on peut imaginer que des espèces chargées vont bien interagir avec des solvants polaires, par exemple. Donc ensuite, une notion très importante quand on parle de solide, la solubilité. Donc ici, ça va être la quantité ou masse maximale d'une espèce que l'on peut dissoudre dans un litre de solution, dans un litre de solvant. Alors, deux possibilités pour cette grandeur notée petit s. Soit elle s'exprime en mol par litre, soit elle s'exprime en grammes par litre. Donc à chaque fois, quand on vous demandera de calculer une solubilité, on vous précisera s'il s'agit d'une solubilité en termes de quantité de matière ou d'une solubilité en termes de masse. Alors, pour parler d'équilibre de dissolution des solides, alors ici on va s'intéresser à des solides ioniques plus spécifiquement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un solide ionique mis au contact d'une solution aqueuse, alors ici on est en chimie des solutions aqueuses, donc on travaille avec le solvant eau, eh bien va donner les ions constitutifs de ce solide. Donc si on met ici le solide au contact de H2O. Alors, ce qu'on appelle produit de solubilité ou Ks, c'est la constante d'équilibre associée à la dissolution du solide dans le solvant. Donc Ks, ça sera l'activité de A alpha plus puissance A fois l'activité de B bêta moins puissance B sur l'activité du solide, donc AA BB. Alors, on rappelle une chose, on rappelle que l'activité d'un solide vaut 1. Donc ici, Ks va se noter plus simplement, avec l'activité des ions qui vaut la concentration sur C0, A alpha plus puissance alpha, B bêta moins puissance bêta. Si on veut respecter les dimensions et qu'on n'utilise pas la convention implicite puissance A et puissance B, j'ai fait une bêtise. Hop, ici donc A alpha plus puissance A, B bêta moins puissance B. On divise tout ceci par C0 puissance A plus B. Alors ça, on le fait si on veut respecter les dimensions. Si on utilise la convention implicite que les concentrations notées ici sont les valeurs numériques en mol par litre des concentrations, on n'a pas besoin de noter C0 dans le calcul. Alors pour le chlorure d'argent AgCl, un petit exemple, eh bien ici AgCl solide
donnerait au contact de l'eau Ag+ et Cl-. Donc le produit de solubilité Ks de AgCl, ce sera la concentration effective en Ag+ de la solution fois la concentration en Cl-. Alors une chose très importante ici qu'il faut retenir, c'est que le produit de Ag+ par Cl- ne vaut Ks que si AgCl solide existe. Donc ça c'est ultra important, c'est vraiment ce qui fait la spécificité des réactions qui mettent en jeu des solides. Il faut que le solide existe pour que l'équilibre soit en place. Donc l'existence de l'équilibre ici est conditionnée par celle du solide. Et ça, il faut faire très attention. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Si le solide n'existe pas, l'équilibre est rompu. Et donc il n'y a plus de raison que Ks égale Ag+ fois Cl-. Alors ici, on a dans l'idée qu'un solide va avoir des domaines d'existence. Donc si un solide peut exister ou non, on va distinguer les solutions dites saturées pour lesquelles le solide existe, et les solutions non saturées pour lesquelles le solide n'existe pas, et l'équilibre est à ce moment-là rompu. Donc ici on va avoir une condition d'existence du solide qui va apparaître. Donc la condition d'existence du solide, c'est que le quotient de réaction à l'équilibre soit égal à Ks. Alors, dit comme ça paraît évident. Qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier qu'il faut que le quotient de réaction initial soit supérieur à Ks. Autrement dit, qu'il y ait suffisamment d'ions à consommer donc il faut qu'il y ait une quantité suffisante d'ions pour que le solide se forme. Donc là, en gros, quelle est l'idée? On rappelle que Ks, si on reprend l'exemple de AgCl, c'est Ag+ fois Cl-. Le quotient, donc ça c'est à l'état final. D'accord, à l'état d'équilibre, si AgCl existe. Donc ici, dire que QI doit être supérieur à Ks, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Ag+ initial fois Cl- initial est supérieur au produit de Ag+ final fois Cl- final avec AgCl qui existe. Donc là, on voit une chose, on voit qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'ions au départ pour que le solide puisse se former, autrement dit pour que le produit des concentrations soit égal au produit Ag+ fois Cl- qui vaut Ks. Si on n'a pas assez d'ions en solution, le solide ne peut pas exister. Donc ici, bon, on peut raisonner sur du supérieur ou égal si on veut, en estimant que si QI vaut pile poil Ks, on va avoir exactement un grain de solide qui se forme. Voilà. En gros, un infime grain à un endroit donné dans la solution. Alors, dernière propriété importante liée à l'existence de solides, si on crée des titrages, donc là vous voyez une courbe de titrage pH métrique, et qu'on a apparition d'un solide, on va avoir des points anguleux qui apparaissent. On va apparaître un point anguleux sur la courbe de titrage. Alors la courbe de titrage ici, si on met le contexte, dosage de 20 ml de Cl- H+, Al3+, donc dans la solution titrée, on va avoir Al3+, 3Cl-, une solution acide pour l'instant.
Et dans la solution T30, on va avoir de la soude. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la soude, plutôt les ions OH- ici, vont réagir avec Al3+, pour donner AlOH 3 fois, qui est un solide. Et donc, l'apparition de AlOH 3 fois, ici, va être associée à l'apparition d'un point anguleux. Clac, hop, comme ceci. Et donc là, vous voyez, ici, l'apparition de ce solide va créer sur la courbe représentative de pH en fonction du volume versé, eh bien, un angle à ce niveau-là. Donc là, c'est le début de la précipitation de ce solide. Donc ça, c'est une propriété assez importante à laquelle il faut penser. Si on vous présente des courbes de titrage qui font apparaître des points anguleux, c'est que vous avez un solide qui s'est formé au cours de ce titrage. Alors, ensuite, quand on parle de solide, eh bien, on va essayer de parler d'existence ou non de ce solide. Donc ça, on a déjà abordé un petit peu la problématique dans le cadre du chapitre sur l'oxydoréduction, on va y revenir ici. Donc l'idée, c'est qu'un précipité existe ou n'existe pas, précipité ou solide, on va dire indifféremment l'un ou l'autre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer en fonction de Px qui vaut moins log de la concentration en X avec X, un ion constitutif. On va déterminer des domaines où le solide existe et des domaines où le solide n'existe pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on va imaginer? On va imaginer que la concentration en X varie librement. Et on va imaginer que on va ajouter progressivement X jusqu'à ce que le solide se forme. Donc ici, en gros, là j'ai noté X, imaginons qu'on refasse, qu'on dise X, c'est soit A, soit B. Donc on fixe une des concentrations, et ce qui va se passer, c'est que le quotient de réaction initiale A plus initial, B moins initial, peut prendre des valeurs, soit inférieures à Ks, soit égales à Ks, soit supérieures à Ks. Tant que le quotient de réaction initiale est inférieur à Ks, il n'y a pas assez d'ions en solution pour que le solide précipite. Donc ici, le solide n'existe pas. À partir du moment où le quotient de réaction initiale devient égal ou supérieur à Ks, les ions en excès vont précipiter. Et donc il y aura existence du solide. Alors le meilleur moyen ici pour comprendre ce qui va se passer, c'est de traiter d'un exemple. Alors ici on va travailler sur AgCl. Alors, on nous demande tout d'abord sous quelles conditions le précipité est-il présent ou pas, sachant qu'on nous donne une concentration C0 qui vaut 0,10 mol par litre de chlorure de sodium. Donc de chlorure de sodium Na+, Cl-, on voit bien l'idée ici. Ce qui nous intéresse, c'est la concentration de départ en Cl- vaut C0 qui vaut 0,10 mol par litre. Alors, ici, sous quelles conditions le précipité est-il présent ou pas? Eh bien, on peut dire que tant que le quotient de réaction initiale, donc qui vaut Ag plus initial fois Cl- initial, est inférieur à Ks, le solide ne précipite pas.
Donc ici, on peut dire finalement que le solide apparaît pour un quotient de réaction initiale supérieur ou égal à Ks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire QI supérieur ou égal à Ks? Ça veut dire que la concentration de Ag+ initiale doit être supérieure ou égale à Ks sur Cl- initial. Or, Cl- initial est fixé par les conditions expérimentales, ça vaut C0. Donc la condition de précipitation, ici, c'est que la concentration de départ en Ag+, soit supérieure ou égale à Ks sur C0, la concentration de départ en Cl-. Donc là, on sait maintenant quand le solide va apparaître. On sait qu'il va apparaître si on dépasse une valeur seuil de départ pour la concentration en Ag+. Alors, on va pouvoir maintenant tracer un diagramme d'existence. Alors le diagramme d'existence, il va se tracer ici en fonction de PAG, qui vaudra moins log de la concentration en Ag+. Alors encore une fois, on pourrait dire moins log de Ag+ sur la concentration standard de 1 mol par litre. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si Ag+ initial est supérieur ou égal à Ks sur C0, on va avoir PAG initial qui vaut moins log de Ag+ initial, qui sera inférieur ou égal, on a passé le tout au moins log, à moins log de Ks plus log C0. Donc, moins log de Ks, on le sait, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser avant, pardon, on revient ici. Alors, dans le produit de solubilité, une fois qu'on a défini Ks, on peut définir Pks comme étant égal à moins log de Ks, donc simplement toujours la même chose. L'opérateur P correspond à l'opérateur qui permet d'associer moins log d'une grandeur à cette grandeur. Donc ici, on a dit le moins log de Ks s'identifie à Pks, et plus log de C0, moins P C0. Donc ici, on va avoir PAG initial, qui va être inférieur ou égal à Pks, moins P C0. Donc à partir de là, on peut tracer un diagramme. Ce diagramme, simplement, on va commencer par tracer une flèche. Hop. Et ensuite, et bien sûr, cette flèche, on va placer la frontière Pks moins P C0. Ici, PAG. Comme Ag varie, on va faire la frontière entre AgCl solide et Cl-. Donc ici, le solide existe, ici, le solide n'existe plus. Et donc c'est Cl- qui va se trouver au contact de Ag+. Alors on peut également tracer un diagramme de distribution. Alors le diagramme de distribution, comment ça va se passer? On va avoir un pourcentage de Cl- qui vaudra la concentration en Cl- sur la concentration de départ en Cl-. Alors ici, on sait une chose, on sait que le pourcentage de Cl- vaudra Ks sur Ag+ C0,
si AgCl existe. Si AgCl n'existe pas, à ce moment-là, c'est relativement simple. On a 100% du chlore qui se trouve sous la forme de Cl-. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir comme diagramme de distribution ici? Eh bien, on va avoir un diagramme donc, de pourcentage. Hop, on va le tracer ici. De pourcentage de Cl- pour le chlore en fonction de PAG. Donc là, ce qu'on est en train d'étudier serait la proportion de chlore sous forme de Cl-. Donc, si on dépasse la valeur frontière pKs moins PCl0 moins PEC0, on sait que on a 100% de Cl- qui est donc 100% du chlore qui est sous forme de Cl-. Si on est sous cette valeur frontière, si AgCl existe, on voit qu'on a le pourcentage en Cl- qui vaudra Ks sur Ag plus C0. Alors ça, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, ça va signifier que le pourcentage en Cl- vaudra, alors là je vais développer un petit peu le calcul, ce sera plus facile. Vaudra donc Ks, on a dit 10 moins pKs sur Ag plus C0. Ag plus, ce sera 10 moins PAG, donc ici on aura plus PAG, plus P C0. Pareil, PC0 sera tel que 10 puissance moins PC0 vaut C0. Donc ici, qu'est-ce que je veux obtenir comme type de courbe? Eh bien, je vais obtenir une courbe qui va croître, enfin une courbe qui va me donner des valeurs de pourcentage de Cl- qui vont croître à mesure que PAG est en train de croître. En effet, j'ai un 10 puissance x ici qui apparaît, en quelque sorte, si j'appelle x la variable. Et donc j'ai une fonction qui va croître comme une puissance de PAG, donc 10 puissance PAG fois une constante si on veut. Et on remarque que lorsque PAG vaut pKs moins PC0, la proportion que j'ai ici me donne 10 puissance, la proportion de Cl- vaudra 10 puissance 0, donc vaudra 1. J'ai 100% de Cl-. Alors, si on suit la même logique, et qu'on travaille maintenant sur PbCl2. Alors PbCl2, c'est le chlorure de plomb, donc qui donne Pb2+, et Cl- en solution aqueuse, et on a un pKs de 4,6. Donc ici, on commence par écrire l'équilibre, Pb2+, plus 2 Cl- qui va donner PbCl2 solide. Et on sait une chose, alors ici on a toujours une solution de chlorure de sodium, donc Cl- initial qui vaudra C0 qui vaut 0,10 mol par litre, et on ajoute progressivement du sulfate de plomb PbSO4, donc PbSO4 va libérer Pb2+.
La condition de précipitation. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir une condition de précipitation, c'est-à-dire le solide qui apparaît, à condition que le quotient de réaction initiale soit supérieur ou égal à Ks. Or, on sait que le quotient de réaction initiale, ce sera Pb2+ initial fois Cl- initial. Donc, au final, Pb2+ initial fois C0. Donc ici, qu'est-ce que je vais finir par obtenir? Je vais finir par obtenir Pb2+ initial qui doit être supérieur ou égal à Ks. Alors ici, j'oublie un carré. À Ks sur C0 au carré. Alors pourquoi est-ce que j'ai oublié un carré? Parce que ici, je regarde le Ks, il vaudra Pb2+ fois Cl- au carré. J'ai un facteur 2 devant Cl-, ce qui me donne un carré sur la concentration. Donc Pb2+ initial supérieur ou égal à Ks sur C0 au carré. Donc la condition de précipitation, Pb2+ initial supérieur ou égal à Ks sur C0 carré, qui nous dit bien donc qu'il faut une quantité minimale de Pb2+ pour que le solide apparaisse. Eh bien, en passant à l'opérateur P, qui a une grandeur associée moins log de cette grandeur, on va obtenir que moins log de Pb2+ initial, donc P Pb initial, doit être inférieur ou égal, comme j'ai pris moins log, je change le signe de l'inégalité, moins log de Ks, donc Pks, moins log de 1 sur C0 carré. Donc ce qui fait plus 2 log de C0, qui fait moins 2 PC0. Donc ici, je vais avoir PPB initial qui va être inférieur ou égal à PKS moins 2 PC0. Donc au final, le diagramme d'existence de ce solide eh bien, va faire apparaître que ce solide existe à condition que la concentration en plomb initial dépasse une certaine valeur. Autrement dit, la PPB est en dessous d'une certaine valeur. Alors, ici, la frontière est définie à PKS moins 2PC0. En dessous, je vais avoir l'existence de PbCl2 solide. Au-delà, eh bien, je vais être dans le domaine de Cl-. Donc voilà pour ce qui est des diagrammes d'existence ou de distribution des solides. Donc premier type d'exercice qui peut être posé en lien avec la mise en solution de solides. Deuxième type d'exercice que l'on peut croiser, donc c'est des exercices qui vont nous pousser à établir la relation entre la solubilité S, alors on rappelle que c'est soit la quantité de matière maximale que l'on peut dissoudre dans un litre de solution, soit la masse maximale que l'on peut dissoudre dans un litre de solution. Donc ici on va travailler sur les quantités de matière. Alors, le sulfate de plomb, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'équilibre du sulfate de plomb avec ses ions constitutifs, ça va nous donner PbSO4 solide, qui donne Pb2+ aqueux, plus SO4 de moins aqueux. Donc à l'état initial, ici, je pars du principe que j'ai apporté une quantité de matière N0 de solide. À l'état final, j'aurai donc N0 moins l'avancement final. Et ici, j'aurai obtenu l'avancement final et l'avancement final. Alors, si je veux travailler sur la solubilité du solide, je vais travailler sur le cas frontière. Je vais partir du principe qu'il ne reste qu'un grain de PbSO4 solide. Alors, quelle est l'idée ici? Eh bien, l'idée, c'est de travailler sur un cas frontière où on pourra utiliser à la fois Ks et le fait que la réaction est pratiquement totale. Donc ici,
je vais poser que N0 moins XIF vaut presque 0, et donc je vais obtenir que la solubilité S, ce sera à ce moment-là l'avancement final sur le volume de la solution. Donc on pourrait réappeler ici XF, l'avancement volumique final. À ce moment-là, j'utilise, pour décrire l'état final, le KS, donc le produit de solubilité. Alors j'ai le droit de le faire, car je sais qu'il subsiste encore un grain de solide. Donc ce grain de solide m'assure de l'équilibre. Donc ici, je vais avoir KS qui vaut PB de plus, final. PB de plus, final, fois S au 4 de moins, final. Ici, ça vaudra donc XF au carré, ou autrement dit, S au carré. Donc là, qu'est-ce que je veux obtenir directement? Je veux obtenir que si S au carré vaut KS, S, la solubilité, vaut racine de KS. Il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc l'application numérique qui me dit ici que S vaut racine de 10 puissance moins 7,8. Alors, si j'avais travaillé avec les concentrations, évidemment, j'aurais mis C0 ici et j'aurais obtenu les bonnes dimensions à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai utilisé la convention implicite que ici, les concentrations étaient associées directement à leur valeur numérique en mol par litre. Et donc, à ce moment-là, je vais obtenir 1,25 10-4 mol par litre. Le dernier exemple qu'il nous reste à traiter ici est un exemple où la stoichiométrie des ions constitutifs n'est pas de 1 pour chacun des ions. Donc on va voir qu'à ce moment-là, on a des petites subtilités qui apparaissent. Qu'est-ce que ça signifie par là? Donc ici, on va parler de l'iodure de plomb PbI2. Donc Pb2+, plus 2I-. Alors au passage, on remarque une chose, on remarque que ici ce serait l'occasion de vous faire des configurations électroniques, de justifier de la charge de certains ions ou de trouver la charge d'autres ions. I dans la famille des halogènes, Pb donc dans la sous-catégorie des métaux, ici pour la classification périodique. Donc à l'état initial, on va dire qu'on a une quantité de matière N0 de PbI2, à l'état final, on aura N0 moins XIF. Ici pour Pb2+, initialement, et I-, même chose, 0 et 0. À l'état final, XIF et XIF. Donc là encore, on va travailler sur la solubilité. Donc ce que l'on sait, ce que l'on va utiliser comme point de départ, c'est qu'il ne reste à l'arrivée qu'un grain de PbI2. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ici, au fait, pourquoi est-ce que la solubilité correspond au cas où il ne reste qu'un grain de PbI2? Ça signifie derrière que la solution est saturée. Donc si on rajoute PbI2 solide, si on continue à rajouter des spatules de PbI2, le solide va simplement aller se déposer au fond de la solution. Alors imaginez simplement, vous essayez de sucrer un café. Vous mettez un tout petit peu de sucre, le sucre se dissout. Puis assez vite, le fait de verser plus de sucre va simplement amener le sucre à se déposer au fond. Donc vous allez avoir votre verre de café, et puis au fond, des grains de sucre qui seront encore à l'état solide. Et bien ici, c'est la même chose. Une fois qu'on a saturé la solution, tout ajout de solide va simplement provoquer le fait que le solide va couler au fond de la solution. Donc ici, on va encore partir du principe que N0, alors là j'oublie un facteur 2, N0 moins XIF vaut 0,
parce qu'il ne reste qu'un grain de solide. Et donc ici, on va obtenir une solubilité S qui vaudra la quantité de matière sur V, donc qui vaudra XF. Donc à la base, S vaudra N0 sur V, donc ici XIF sur V ou XF. Alors, à l'état final, je vais pouvoir utiliser KS, qui vaudra PB de plus, facteur de I- au carré. À l'état final, bien sûr. Donc ici, je veux obtenir pour la concentration I-, 2S que je vais élever au carré. Pour la concentration finale en PB de plus, S à la puissance 1. Donc, la solubilité que je vais obtenir, bon, ici je vais faire le calcul avec ces zéros pour vous montrer que ça marche. Hop, comme ceci. Donc, le calcul de solubilité va nous amener le fait que 4S puissance 3 sur C0 puissance 3 vaut KS. Donc KS fois C0 puissance 3 vaut 4S puissance 3. Donc KS C0 3 sur 4 vaut S puissance 3. Vous voyez que dimensionnellement c'est correct. Donc ici on va avoir S qui vaudra racine cubique de KS sur 4 fois la concentration standard C0. Donc à 1 mol par litre. Donc il nous reste derrière à effectuer l'application numérique. Donc ici, la solubilité qui va valoir racine cubique de 10 puissance moins pKs, donc 10 puissance moins 8,1 sur 4 fois C0, 1 mol par litre. Donc ce qui va nous donner 1,58 fois 10-3 mol par litre. Donc vous voyez ici qu'il n'est pas évident de faire un lien entre les valeurs de pKs et les valeurs de solubilité, dans la mesure où je vais avoir une solubilité plus forte avec un pKs plus fort, qui me donnerait logiquement un KS plus faible, simplement parce que je n'ai pas la même stoichiométrie sur les ions. Bon, grosso modo, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que à stoichiométrie identique, plus KS est élevé, plus la solubilité sera forte, donc plus pKs sera faible. Mais si les stoichiométries sont différentes, la conclusion devient un petit peu plus complexe à mettre en place. Il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire et à vous annoncer la suite au prochain épisode. La suite qui va parler donc de l'influence de différents facteurs sur la solubilité, la nature du solvant, la température, l'effet d'ion commun, donc la présence d'ions constitutifs du solide dans la solution, et, dernière chose très importante, le pH. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, et la suite au prochain épisode.